Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 d'un voyage au bout de la nuit. Je suis ravie d'être avec vous en compagnie de Madame de Sévigné puisque je poursuis pour vous la lecture de ses lettres choisies. Et donc, c'est toute une correspondance qui durera plus de 30 ans avec sa fille, Madame de Guignan. Alors, Madame de Sévigné, eh bien, c'est une maman poule, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, elle éprouve une véritable passion pour sa fille qui a déménagé en Provence avec son mari. Et donc, eh bien, elles correspondent à en moyenne 4 lettres par semaine. C'est énorme. Pour se parler, évidemment, à l'époque 1679, on faisait comme ça. Et puis parfois, elle écrit également au comte de Guitaut. Et justement, la prochaine lettre, celle du 7 octobre 1679, eh bien, elle est adressée à Guitaut. Nous sommes à Livry, le 7 octobre 1679, je le répète. N'hésitez pas à réagir avec moi, #VBN, vous connaissez la démarche. Je poursuis donc, nous sommes à la lettre 48. Quand elle n'a point le sang en furie et brûlé à l'excès, elle n'a point cette colique. Ainsi, quelque naturelle qu'elle soit, quand elle a des douleurs, il faut tout craindre puisque c'est de ce sang que viennent tous ces maux. Elle est arrivée à Grignan après des fatigues encore. Ils eurent le vent contraire sur le Rhône, vous n'en doutez pas. Ils couchèrent dans un pouillet où il fallut encore se remettre sur la paille, mais elle a pris Pauline à Valence en passant. Savez-vous le mérite de Pauline ? Pauline est une personne admirable. Elle n'est pas si belle que la beauté, mais elle a des manières. C'est une petite fille à manger. Elle se mande qu'elle craint de s'y attacher et qu'elle me la souhaiterait sans qu'elle ait assuré qu'elle lui couperait l'herbe sous le pied. Je suis fort aise qu'elle ait cet amusement. Elle me dit qu'elle se porte bien, mais je n'en crois rien du tout. Et personne ne m'écrit qu'elle. Montgobert a eu le courage de s'embarquer sur le Rhône avec la fièvre continue. J'estime bien le courage et l'affection de cette fille. Voilà bien parler, Dieu merci, de ce qui me tient au cœur. Cela n'est guère honnête, mon cher monsieur. Je crains que Madame de Guitaut ne se moque de moi. Elle aurait raison, je lui fais 1000 excuses de cette impolitesse et je l'embrasse de tout mon cœur, avec sa permission. Vous ferez très bien, et très sagement et très politiquement, de ne rien révéler de tout ce que vous savez à monsieur de Caumartin. Je ne m'en soucie point du tout, j'ai voulu vous parler à cœur ouvert. Je l'ai fait. Je suis contente, il me semble que vous aimez assez ma naïveté. Nous avons la bride sur le coup présentement, car du temps de notre impénétrable ami, nous n'eussions jamais osé. Venez, venez dans la chambre de ma fille, nous en dirons bien d'autres. Notre bon abbé vous assure de ses services. Il se porte parfaitement bien. Cet Anglais lui a encore guéri un gros rhume qui lui était resté, aussi bien que sa fièvre. Son heure n'était pas marquée et les autres l'étaient. Voilà tout ce qu'on peut dire. À monsieur le comte de Guitaut, chevalier des ordres du roi, à Époisse, à Semur. À Madame de Grignan, lettre 49, à Paris, vendredi 20 octobre 1679. Quoi ? Vous pensez m'écrire de grandes lettres sans me dire un mot de votre santé ? Je pense, ma pauvre bonne, que vous vous moquez de moi. Pour vous punir, je vous avertis que j'ai fait de ce silence tout le pire que j'ai pu. Je compris que vous ayez bien plus de mal aux jambes qu'à l'ordinaire puisque vous ne m'en disiez rien. Et qu'assurément, si vous vous fussiez un peu mieux porté, vous eussiez été pressé de me le dire. Voilà comme j'ai raisonné. Mon Dieu, que j'étais heureuse quand j'étais en repos sur votre santé. Et qu'avais-je à me plaindre au prix des craintes que j'ai présentement ? Ce n'est pas qu'à moi qui suis frappé des objets et qui aime passionnément votre personne. La séparation ne me soit un grand mal, mais la circonstance de votre délicate santé est si sensible qu'elle en efface l'autre. Mandez-moi donc désormais l'état où vous êtes, mais avec sincérité. Je vous ai mandé ce que je savais pour vos jambes. Si vous ne les tenez chaudement, vous ne serez jamais soulagé. Quand je pense à vos jambes nues, le matin, 2 et 3 heures pendant que vous écrivez, mon Dieu, ma bonne, mais que cela est mauvais.
Je verrai bien si vous avez soin de moi. Je me purgerai jeudi pour l'amour de vous. Il est vrai que le mois passé, je ne pris qu'une pilule. J'admire que vous l'ayez senti. Je vous avertis que je n'ai aucun besoin de me purger. C'est à cause de cette eau et pour vous ôter de peine. Je hais bien toutes ces fièvres qui sont autour de vous. Peut-être que votre Seigneur a sauvé votre pauvre officier. Le chevalier vous mande toutes les nouvelles. Il en sait plus que moi. Quoi qu'il en soit, un peu incommodé de son bras et par conséquent assez souvent dans sa chambre, je le fus voir hier. Et le bel abbé, il me faut toujours quelques Grignans. Sans cela, il me semble que je suis perdue. Vous savez, comme M. de la Salle a acheté la charge de Thiladet, c'est bien cher de donner 500 000 francs pour être subalterne de M. de Marsillac. Il me semble que j'aime mieux les subalternes des charges de guerre et des gendarmes. Wabel a la sous-lieutenance. On parle fort du mariage de Bavière. Si l'on faisait des chevaliers, ce serait une belle affaire. Je vois bien des gens qui ne le croient pas. J'ai parlé à Madame Lemoine. Elle m'a juré Dieu et le diable que c'est Madame Y qui a fait vos chemises et qui y perd la dernière façon. Elle dit que vos manches sont de la longueur de votre mesure, que pour la toile, vous l'avez choisie vous-même, qu'elle est au désespoir que vous soyez mal contente, que si vous voulez lui renvoyer vos manches, elle vous donnera de la toile plus fine et les fera de la longueur dont vous les voulez présentement. Elle vous prie de ne point garder ce chagrin si longtemps contre elle. Elle a parlé pathétiquement et prétend n'avoir point de tort. Mais elle raccommodera tout ce qui vous déplaît. Je vous conseille, ma bonne, de la prendre au mot. J'admire le malheur qu'il y a eu sur ces pauvres chemises. Je comprends ce chagrin. Vous en avez de toutes les façons, ma bonne, rien n'y manque. Votre malheur rend prisonnier ceux qui vous aiment. La mort, l'antipathie empêchent qu'on ne profite. Enfin, Dieu le veut, j'ai reçu une lettre de bien loin que je vous garde. Elle est pleine de tout ce qu'il y a au monde, de plus reconnaissant et d'un tour admirable pour le pauvre Corbinelli. Hélas, il ne lui faut rien. Il ne demande rien, il ne se plaint de rien, c'était moi qui étais émue. S'il l'a été, il s'est bien caché et s'est consolé dans l'innocence de sa conscience. Pour moi, qui ne suis pas si sage, c'était justement cela qui m'impatientait. Ai-je pu jamais savoir ce qu'était que cette sorte d'injustice que je voulais demander ? Enfin, ma très chère, n'en parlons plus présentement. Voilà qui est fait, et trop passé. Peut-être qu'un jour, nous reprendrons ce chapitre à fond. C'est une des choses que je souhaite le plus dans ces derniers temps. Hélas, vous faisiez fort bien pour Corbinelli. Il ne lui en faut pas davantage. Il est content et moi aussi. Il n'y a rien à raccommoder. Tout est bien, croyez-moi ma bonne. Je ne sais point de cœur meilleur que le sien. Je le connais et pour son esprit, il vous plaisait autrefois. Il regarde avec respect la tendresse que j'ai pour vous. C'est un original qui lui fait connaître jusqu'où le cœur humain peut s'étendre. Il est bien loin de me conseiller de m'opposer à cette pente. Il connaît la force des conseils sur de pareils sujets. Le changement de mon amitié pour vous n'est pas un ouvrage de la philosophie, ni des raisonnements humains. Je ne cherche point à me défaire de cette chère amitié. Ma bonne, si dans l'avenir vous me traitez comme on traite une amie, votre commerce sera charmant. J'en serai complet de joie et je marcherai dans des routes nouvelles. Si votre tempérament peu communicatif, comme vous le dites, vous empêche encore de me donner ce plaisir, je ne vous en aimerai pas moins. N'êtes-vous pas contente de ce que j'ai pour vous ? En désirez-vous davantage ? Voilà votre pire allée. Vous ne serez point moins aimée. Nous parlions de vous l'autre jour, Madame de Lafayette et moi, et nous trouvâmes qu'il n'y avait au monde que Madame de Rohan et Madame de Soubise, qui fussent ensemble aussi bien que nous y sommes. Et où trouverez-vous une fille qui vive avec sa mère aussi agréablement que vous faites avec moi ? Nous les parcourûmes toutes. En vérité, nous vous fîmes bien de la justesse, et vous auriez été contente d'entendre tout ce que nous disions. Il me paraît qu'elle a bien envie de servir à Monsieur de Grignan. Elle voit bien clair à l'intérêt qu'elle y prend.
Elle sera alerte sur les chevaliers de l'ordre et sur tout. Le mariage se fera dans 1 mois, malgré l'écrevisse qui prend l'air tant qu'il peut. Mais il sera encore fort rouge en ce temps-là. Elle prend, Madame de Lafayette, des bouillons de vipère qui lui redonnent une âme. Elle lui donne des forces à vue d'œil. Elle croit que cela vous serait admirable. On prend cette vipère, on lui coupe la tête, la queue, on l'ouvre, on l'écorche et toujours elle remue. 1 heure, 2 heures, on la voit toujours remuer. Nous comparâmes cette quantité d'esprit si difficile à apaiser à de vieilles passions, et surtout celles de ce quartier. Que ne leur fait-on point? On dit des injures, des mépris, des rudesses, des cruautés, des querelles, des plaintes, des rages. Et toujours elles reviennent, on n'en saurait voir la fin. On croit qu'on leur arrache le cœur, c'en est fait, qu'on n'entendra plus parler, point du tout. Elles sont encore en vie, elles reviennent encore. Je ne sais pas si cette sottise vous paraîtra comme à nous, mais nous étions en train de la trouver plaisante. On en peut faire souvent l'application. Nous fûmes si heureux que de vous avoir fait partir un cuisinier, le jour que vous demandez que vous pouvez vous en passer. Cela est comme tout le reste. Cependant, c'était une dépense épargnée, assez considérable. Il n'y en a aucune à quoi vous ne devez penser, et petite et grande. Au moins, ma bonne, qu'on n'oublie pas de renvoyer celui de Lyon. J'avais pensé à Hébert aussi bien que vous. Il est d'un grand ordre et fort accoutumé aux détails. Il écrit, il a de l'esprit et de la fidélité. Mais il a, ce me semble, la barbe un peu trop jeune pour commander un si gros domestique. Monsieur de Grignan est bien heureux d'aimer sa famille. Sans cela, il aurait les pattes encore plus croissées, n'ayant point de chasse. Mais voici des affaires qui vous viennent. Je crois que vous allez à Lambesc. Ma bonne, il faut tâcher de se bien porter, de rajuster les 2 bouts de la nez qui sont dérangés, et les jours passeront. Au lieu que j'en étais avare, je les jette à la tête présentement. Je m'en retourne à Livry jusqu'après la Toussaint. J'ai encore besoin de cette solitude. Je n'y veux mener personne. Je lirai et tâcherai de songer à ma conscience. L'hiver sera encore assez long. Je ne me puis accoutumer à n'avoir plus ma chère bonne, à ne plus la voir, à prendre mes heures et les siennes, à la rencontrer, à l'embrasser. Cette occupation rendait ma vie contente et heureuse. Je ne vis que pour me retrouver un temps pareil. Votre pigeon est au rocher, comme un ermite se promenant dans ses bois. Il a fort bien dans ses états. Il avait envie d'être amoureux d'une mademoiselle de Lacoste. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour la trouver un bon parti, mais il n'a pas pu. Cette affaire a une cote rompue. Cela est joli. Il s'en va à Bodéga, de là où Buron, et reviendra à Noël avec Monsieur d'Arrouy et Monsieur de Coulanges. Ce dernier a fait des chansons extrêmement jolies. Mesdemoiselles, je vous les enverrai. Il y avait une mademoiselle Descartes, propre nièce de votre père, qui a de l'esprit comme lui. Elle fait très bien des vers. Mon fils vous parle, vous apostrophe, vous adore, ne peut plus vivre sans son pigeon. Il n'y a personne qui n'y fût trompé. Pour moi, je crois son amitié fort bonne, pourvu qu'on la connaisse, pour être tout ce qu'il en sait. Peut-on lui en demander davantage ? Adieu, ma très chère et très bonne, et très aimable. Je ne veux pas entreprendre de vous dire combien je vous aime. Je crois à la fin, ce serait un ennui. Je vous aime. Je vous fais 1000 amitiés à Monsieur de Grignan, malgré son silence. J'écris ce matin avec Monsieur de la Garde et le Chevalier, toujours pied ou aile de cette famille. Mesdemoiselles, comment vous portez-vous? Et cette fièvre, qu'est-elle devenue? Mon cher petit marquis, il me semble que votre amitié est considérablement diminuée. Que répond-il? Pauline, ma chère Pauline, où êtes-vous, ma pauvre petite? Lettre 50 à Guiteau, 24 octobre 1679. Vous n'avez donc pas eu Monsieur de Caumartin. Quelle raison vous a-t-il donné pour ne point faire un voyage si naturel et si bien placé? Il me semble que l'amitié qui est entre vous les devait conduire tout droit à Époisse. Pour moi, monsieur,
Je suis dans cette forêt solitaire et triste, comme vous savez. J'ai quelque envie de tourner mon intention du côté d'une retraite pour me préparer à la bonne fête de la Toussaint. Jusqu'ici, j'en ai fait une caverne de larrons, c'est-à-dire un lieu où j'ai passé plusieurs jours dans un horrible chagrin. Je voudrais bien faire de tout cela un sacrifice à Dieu et l'offrir comme une pénitence. Avec de telles vues, on rendrait bon tout ce qui est mauvais. Cette comtesse me revient toujours au cœur et à l'esprit. Elle a de cruels maux de jambes. C'est l'humeur de cette poitrine qui se jette là. Elle est toujours d'une maigreur qui me fait trembler. Elle me cache la moitié de ses maux et l'éloignement fait qu'on n'a jamais de repos. Elle vous demande de l'eau de Sainte-Reine. Je crois que vous l'avez déjà envoyée. Il faut croire qu'elle en a besoin. Ils sont présentement, selon mes supputations, à leur petite assemblée. Monsieur de Vendôme n'y va point encore cette année. Ils enterreront la synagogue. Après cela, je leur conseille bien de régler leurs affaires de si bonne manière qu'ils puissent être à Paris comme les autres, et que ma fille ne soit occupée que du soin de rétablir ma santé s'il est possible. N'êtes-vous pas de cet avis? J'ai été quelques jours à Paris. Je serai ici jusqu'après la Toussaint. On ne parle que de monsieur et madame de Ventadour. Vous avez de trop bons correspondants ou correspondantes pour se mêler de vous dire des nouvelles. Ou vous viendrez en apprendre vous-même, ou l'on vous comptera cet hiver, que je vous admire et que vous êtes sage d'être chez vous pour les raisons qui vous y font demeurer. Mais quand elles cessent, on a quelque plaisir à revoir ses amis. En vérité, vous êtes un des hommes du monde qui me convient le plus. Madame, voulez-vous bien que je le dise et que j'avoue, comme il le disait l'autre jour, que c'est un grand bonheur ou un grand malheur que nous ne nous soyons pas rencontrés plus tôt. Le bon abbé vous assure tous deux de ses respects. Il se porte très bien. Son heure n'était pas marquée. Il faut jouir de cet été Saint-Martin que la Providence lui donne encore. Aimez-moi, je vous en conjure, puisque vous m'avez embarqué à vous aimer très sincèrement. À Guiteau toujours, lettre numéro 51, à Paris ce mercredi 6 décembre 1679. Il est vrai que je trouve toujours vos lettres admirables. Tout m'en plaît, et l'on peut dire qu'elles sont faites col seno et con la mano, car les plus belles choses du monde, cachées sous des pieds de mouche, ne me sont de rien. Elles se refusent à moi et je me refuse à elles. Je ne puis déchiffrer ce qui n'est pas déchiffrable. Vous voyez donc bien que votre commerce a pour moi tout ce que je puis souhaiter. Cependant, avec toutes ces perfections, je vous promets de ne point montrer cette dernière. J'en connais les bons endroits et cela me suffit. Vous avez bien fait d'adresser votre compliment pour monsieur de Pouponne à monsieur de Caumartin. Le canal est tout naturel et, comme vous dites, vous ne perdez rien de tout ce que je dirai au-delà de la lettre. Je n'oublierai aucun de vos sentiments. Ce que vous avez pour madame Devin sur la parole de monsieur d'Acqueville et de madame de Grignan sont fort raisonnables. Vous avez dû vous en fier à leur goût, à leur lumière. Je l'aurais fait comme vous, mais ayant été en lieu de juger par moi-même, j'ai été de leurs avis avec connaissance de cause. C'est une des plus aimables personnes que vous connaissiez. L'esprit droit et bien fait, fort orné et fort aisé, un cœur très sensible et dont tous les sentiments sont bons et nobles, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Elle m'aime un peu pour ma vade et par-dessus cela, je suis la résidente de ma fille auprès d'elle. Cela fait un assez grand commerce entre elle et moi. Le malheur ne me chassera pas de cette maison. Il y a 30 ans, c'est une belle date, que je suis amie de monsieur de Pouponne. Je lui jure fidélité jusqu'à la fin de ma vie, plus dans la mauvaise que dans la bonne fortune. C'est un homme d'un si parfait mérite quand on le connaît, qu'il n'est pas possible de l'aimer médiocrement. Autrefois, nous disions chez Madame Duplessis à Fresnes qu'il était parfait. Nous ne trouvions pas qu'il lui manquât rien, et nous ne savions que lui ôter, ni que lui souhaiter. Il s'en va reprendre le fil de toutes ces vertus morales et chrétiennes que les occupations nous avaient fait perdre de vue. Il ne sera plus ministre, il ne sera plus que le plus honnête homme du monde.
Vous souvient-il de voiture à Monsieur le Prince? Il n'avait pas un si haut rang. Il n'était que prince du sang. Il faudra donc se contenter de ce premier état de perfection. Monsieur de Caumartin et moi étions à Pomponne dans le temps que la Providence rompait ses liens. Nous le vîmes partir de cette maison, ministre et secrétaire d'État. Il revint le même soir à Paris, dénué de tout et simple, particulier. Croyez-vous que toutes ces conduites soient jetées au hasard? Non, non, gardez-vous-en bien. C'est Dieu qui conduit tout, et dont les desseins sont toujours adorables, quoiqu'ils nous soient amers et inconnus. Ah, que Monsieur de Pomponne regarde bien sa disgrâce par ce côté-là, et le moyen de perdre de vue cette divine providence. Sans cela, il faudrait se pendre 5 ou 6 fois par jour. Je n'en suis pas moins sensible, mais j'en suis bien plus résignée. Notre pauvre ami est donc à Pomponne. Cet abord a été dur. Il a trouvé 5 garçons, tout d'une vue, qui, à mon sens, font tout son embarras. La solitude est meilleure pour les commencements de ses malheurs. Je l'ai senti pour celui de la séparation de ma fille. Si je n'avais trouvé notre petite livrerie tout à propos, j'aurais été malade. J'avalais là, tout doucement, mon absinthe. Monsieur de Pomponne et sa famille et Madame Devin font tout de même. Quand ils reviendront ici, il n'y paraîtra plus. Si les accablements de bonheur de messieurs de la Rochefoucauld ne vous consolent point de la chute de Monsieur de Pomponne, croyez aussi que ce dérangement dans le ministère ne console point un autre ministre de la paix. Et c'est ainsi que se termine cette lettre du 6 décembre 79, lettre numéro 51. Je poursuivrai la correspondance de Madame de Sévigné dès notre prochain rendez-vous ensemble. Alors soyez présents, s'il vous plaît. Et puis, quant à moi, je vous propose de me retrouver sur mon blog Something About Victoria pour suivre toute mon actualité artistique et puis bien d'autres choses, puisque je vous parle de mode, de lifestyle, de cinéma, de voyage. Un peu de tout en français et en anglais. Et puis réagissez sur l'émission, je vous répondrai avec grand plaisir. Tapez le hashtag VBN sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai comme promis sur toutes vos questions, votre point de vue sur ma lecture, vos envies, vos coups de cœur. N'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée sur D8 ou une belle nuit pour ceux qui terminent leur soirée. Merci à tous, je vous embrasse et à très bientôt.